Le cercueil descendait lentement dans la terre humide du cimetière de Montparnasse. Sous un ciel de plomb qui menaçait d'éclater en larmes. Clément, les poings serrés dans les poches de son manteau noir, sentait son cœur se déchirer comme un vieux parchemin. Tandis que les premiers flocons de neige effleuraient sa joue pâle. Et soudain, au milieu des murmures étouffés de la famille, une voix grave et inconnue trancha l'air, ce testament est un mensonge. Et vous le savez tous. Clément releva la tête, les yeux rougis par le chagrin et l'insomnie, pour fixer cet étranger qui se tenait à l'ombre d'un if centenaire. L'homme était grand, les épaules larges sous un pardessus usé, avec des cheveux châtains ébouriffés par le vent et un regard d'un bleu perçant qui semblait porter le poids d'un océan de secrets. La famille s'était figée, sa mère, Élise, aux lèvres pincées en une ligne de désapprobation, son oncle Henri, rougeau et bedonnant, qui serrait déjà le rouleau de papier jauni comme un trophée de guerre, et sa sœur aînée, Margot, qui jetait des regards assassins vers ce nouveau venu, comme s'il était une tache sur le tableau impeccable de leur deuil. « Qui êtes-vous » balbutia Clément. Sa voix rauque trahissant les nuits passées à veiller son père, à lui tenir la main pendant que la maladie rongeait ses os comme un feu vorace. L'étranger ne répondit pas immédiatement. Il s'avança d'un pas, ses bottes crissant sur les graviers mouillés, et posa une main gantée sur le bord de la fosse ouverte. « Je m'appelle Nolan. Et votre père? Il m'a tout légué. Pas l'argent? Pas la maison de Saint-Germain. Son cœur. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le tonnerre qui grondait au loin. Élise porta une main à sa poitrine, comme si on l'avait poignardée. Et Henri explosa, « C'est une farce. Un imposteur. Papa n'aurait jamais. » Mais ces mots se perdirent dans le chaos qui s'ensuivit. Margot hurla quelque chose sur l'honneur familial. Et bientôt, les voix se chevauchèrent en un tumulte de reproches et d'accusations. Le testament déplié comme une arme entre les mains tremblantes de l'oncle. Clément, lui, ne quittait pas des yeux cet homme nommé Nolan. Dans son regard, il y avait une douleur si familière, si intime, qu'elle le transperça comme une lame effilée. Était-ce possible? Son père, cet homme austère, professeur de littérature à la Sorbonne, collectionneur de vinyles et de souvenirs d'une jeunesse rebelle, avait-il caché un amour interdit sous les couches de sa vie bourgeoise? La cérémonie s'acheva dans la confusion. Le prêtre balbutiant une bénédiction hâtive tandis que les flocons se multipliaient, voilant le monde d'un blanc purificateur. Clément s'éloigna le dernier, ignorant les appels de sa mère qui le suppliait de rentrer avec elle à l'appartement du Marais. Ses pas le portèrent vers le portail du cimetière, où Nolan l'attendait, adossé à une grille rouillée, une cigarette aux lèvres. « On doit parler, » dit-il simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Clément hésita, le froid mordant ses doigts engourdis. Mais quelque chose en lui, peut-être la curiosité, peut-être le vide béant laissé par la mort de son père, le poussa en avant. D'accord. Mais pas ici. Allons au café du coin. Le café des Anges, niché dans une ruelle étroite de Montparnasse, était un havre de chaleur et de murmures. Les murs tapissés de photos jaunies d'écrivains oubliés, les rembaumés de café torréfié et de croissants chauds. Ils s'installèrent dans un coin sombre, sous un portrait délavé de Baudelaire, et commandèrent 2 expressos serrés. Nolan ôta son gant pour saisir la tasse, révélant une alliance usée à l'annulaire. Et Clément sentit son estomac se nouer. « Depuis quand » demanda-t-il d'une voix à peine audible.
Nolan exhala une volute de fumée imaginaire. Il avait écrasé sa cigarette dehors et plongea ses yeux dans ceux de Clément. 5 ans. On s'est rencontrés à une conférence sur Proust. À l'Institut. Ton père. Il était si vivant. Si passionné. Il parlait de la jalousie comme d'une madeleine trempée dans le thé. Quelque chose de doux et d'amer à la fois. Sa voix se brisa légèrement. Et Clément vit. Pour la première fois. La fêlure dans cette armure d'étranger. Il ne voulait pas vous blesser. Il aimait ta mère. À sa façon. Mais avec moi. C'était différent. Authentique. Clément avala sa salive. Les mots de Nolan résonnant comme un écho de ses propres doutes. Son père. Toujours distant. Ses absences prolongées à des colloques. Les lettres non ouvertes dans son bureau. Et lui? Clément? À 28 ans. Graphiste freelance dans un atelier exigu du quartier latin. Qui avait toujours senti un vide en lui. Un appel à quelque chose de plus grand. De plus vrai. Pourquoi maintenant? Pourquoi au cimetière? Nolan sourit tristement. Un sourire qui creusait des fossettes inattendues sur ses joues burinées. Parce qu'il m'a fait promettre. Le testament. Ce n'est pas pour l'argent. C'est une lettre. Pour toi. Il savait que tu la lirais en premier. Ils quittèrent le café alors que la nuit tombait. Les réverbères allumant des halos orangés sur les pavés luisants. Nolan héla un taxi. Et Clément? Sans un mot? Le suivit. La lettre était dans l'appartement de Nolan. Un loft modeste près de la Seine. Meublé de livres empilés et de toiles inachevées où il était peintre. Expliqua-t-il. Un artiste qui vivait de commandes sporadiques. L'endroit sentait le bois ciré et la toile fraîche. Avec une vue sur les lumières scintillantes du pont des Arts. Clément s'assit sur un canapé usé. Les mains tremblantes. Tandis que Nolan lui tendait l'enveloppe cachetée. Portant l'écriture élégante de son père, à mon fils. Clément? Qui porte en lui la lumière que je n'ai pas su embrasser. Les mots dansèrent devant ses yeux embués, des confessions d'un amour caché. D'une vie compartimentée par la peur du scandale. D'un espoir que Clément trouve en lui-même la force d'aimer sans chaîne. Je suis gai. Mon fils. Et toi? Demande-toi ce que ton cœur murmure dans le silence. Clément referma la lettre. Le papier froissé dans son poing. Et leva les yeux vers Nolan. L'homme se tenait là. Vulnérable. Les bras le long du corps. Comme s'il offrait son âme en sacrifice. Et dans ce regard bleu, Clément vit non seulement l'ombre de son père, mais un reflet de sa propre solitude. Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Nolan raconta des anecdotes sur leur père, comment il riait aux éclats devant un opéra de Verdi. Comment il peignait en secret des nus masculins qu'il cachait sous des draps. Clément, pour la première fois, osa murmurer ses propres peurs, les regards en coin au lycée. Le premier baiser volé dans une arrière-salle de club à Pigalle. La culpabilité qui le rongeait comme un acide lent. À l'aube, quand le soleil perça les volets, leurs mains se frôlèrent sur le rebord de la table. Et ce fut comme une étincelle dans la poudre. Mais le répit fut bref. Le lendemain, un appel de Margot brisa l'illusion, revient à la maison. Clément. L'oncle Henri veut contester le testament. Et maman. Elle est effondrée. Cet homme. Ce Nolan. Il n'a rien à faire dans notre vie.
Clément raccrocha le téléphone brûlant contre sa paume et se tourna vers Nolan, qui préparait du café dans la cuisine exiguë. « Ils ne comprendront jamais, » murmura-t-il. Nolan posa la tasse et s'approcha, sa main effleurant l'épaule de Clément avec une tendresse qui le fit frissonner. « Peut-être pas. Mais toi. » « Oui. » Les jours suivants furent un tourbillon. Clément oscilla entre le loft de Nolan, où l'air vibrait d'une intimité naissante, des regards prolongés, des rires partagés sur des souvenirs communs de son père, et l'appartement familial, où la tension était un fil tendu prêt à rompre. Élise, sa mère, errait comme un fantôme dans les salons lambrissés, serrant contre elle une photo de mariage jaunie. Ton père m'aimait. Clément. Il nous aimait tous. Cette abomination. C'est un mensonge pour nous tourmenter post-mortem. Ces mots étaient des poignards. Et Clément, déchiré, ne pouvait que hocher la tête, le cœur en lambeaux. Henri, quant à lui, ourdissait son complot avec l'avocat de la famille, un homme sec et pince sans rire nommé Duval. Le testament est invalide, déclarait-il lors des réunions familiales. Le document est allé sur la table de marbre comme une carte au trésor contesté. Pas de témoin. Pas de notaire pour cette partie. Et cet Américain, oh oui. Nolan est Yankee. N'est-ce pas? Il a dû le manipuler. Clément apprit cela de Nolan lui-même, originaire de Brooklyn. Nolan avait fui New York après une rupture douloureuse, trouvant refuge à Paris dans les bras de son père. Cette révélation, l'accent subtil qu'il avait remarqué, les expressions anglophones qui glissaient parfois dans son français fluide ajoutaient une couche d'exotisme à leur lien. Un parfum d'Atlantique salé dans l'air parisien. Pourtant, sous la surface, un courant souterrain de romance se dessinait. Un soir, après une dispute familiale où Margot l'avait accusé de trahison, « Tu prends son parti contre nous? Contre papa. » Clément s'enfuit vers le loft. Nolan l'attendait. Une bouteille de vin rouge ouverte. 2 verres posés sur la table basse. « Viens. » dit-il doucement. Et Clément se laissa tomber dans ses bras, le corps secoué de sanglots. Leurs lèvres se rencontrèrent alors, hésitantes d'abord, puis affamées, comme si le monde entier se résumait à cette étreinte. C'était un baiser de feu et de glace, chargé des fantômes du passé et des promesses d'un futur incertain. Dans la chambre aux murs couverts de toile, ils s'abandonnèrent l'un à l'autre, explorant avec une urgence presque sacrée les contours de leur corps, les cicatrices invisibles de leurs âmes. Mais l'amour, dans sa fragilité, attire les tempêtes. Le conflit éclata lors d'une confrontation familiale au salon de l'appartement du Marais. Henri avait convoqué tout le monde, y compris Nolan, qu'il avait traîné comme un accusé devant un tribunal improvisé. « Prouvez-le, tonna-t-il, brandissant la lettre comme une preuve de folie. Élise pleurait en silence. Margot serrait les poings. Et Clément, assis à côté de Nolan, sentait la bile monter dans sa gorge. Nolan, calme en apparence, sortit une pile de photos, des instantanés volés. Son père et lui riant sur un banc du Luxembourg, enlacés sur une plage normande. Un polaroid jauni d'un baiser sous la pluie. C'était réel, dit Nolan d'une voix ferme, son accent américain perçant comme un cri de liberté. Pas un caprice. Votre père m'a sauvé.
Et je l'ai aimé pour cela. Le silence qui suivit fut brisé par l'explosion d'Henri. « Sortez. Vous n'êtes rien ici. » Mais ce fut Élise qui porta le coup fatal. Se levant lentement, elle fixa Nolan avec des yeux emplis d'une douleur ancienne. « Vous l'avez volé à notre famille. Et maintenant, vous volez mon fils. » Clément bondit, le cœur battant. « Non, maman. C'est moi qui le choisis. Comme papa t'a choisi. Malgré tout. » La trahison vint de là où il s'y attendait le moins, de Margot. Dans la nuit qui suivit, Clément reçut un message anonyme, un courriel d'une adresse jetable. Avec des photos volées de lui et Nolan. Enlacées dans le loft. Prises par une fenêtre mal fermée. Si tu ne renonces pas au testament, ces images iront à la presse. Papa serait déshonoré. Sa sœur, dans un acte de désespoir, avait engagé un privé pour les surveiller. La révélation le frappa comme un uppercut, la famille. Ce bastion qu'il avait cru indestructible se fissurait sous le poids de la jalousie et de la peur. Clément confronta Margot le lendemain, dans le jardin suspendu de l'appartement, où les rosiers fanés murmuraient des secrets au vent. « Pourquoi » hurla-t-il, les larmes coulant librement. Elle baissa les yeux. Sa voix un filet tremblant, « Parce que je t'aime. Petit frère. Et parce que sans papa, nous n'avons plus rien. Cet homme, il nous prend tout. » Mais dans ces mots, Clément entendit l'écho de sa propre peur, la crainte de l'inconnu. De l'amour qui défie les normes. Le chaos Trao survint une semaine plus tard, lors d'une audience au tribunal de la Seine. L'avocat Duval, avec son sourire carnassier, présenta des preuves de coercition, des faux témoignages d'anciens collègues de son père insinuant que Nolan, l'Américain instable, avait profité de la vulnérabilité d'un homme mourant. Clément, témoignant pour Nolan, sentit le monde s'effondrer. « Mon père était libre, » dit-il. La voix brisée mais résolue. Il a choisi d'aimer. Et moi aussi. Nolan, à ses côtés, serra sa main sous la table. Un geste discret qui valait tous les serments. La juge, une femme aux lunettes sévères et au regard perçant, trancha en faveur du testament. La lettre fut validée. Non pour l'argent qui revint à la famille, mais pour son essence, un legs d'amour inconditionnel. Henri s'effondra en jurant vengeance. Élise s'éloigna en silence. Et Margot, brisée, murmura des excuses à Clément dans le couloir. Mais la victoire était amère. Cette nuit-là, dans le loft, Nolan et Clément firent l'amour avec une intensité nouvelle. Comme pour sceller leur union contre les ombres du passé. Pourtant, au milieu des caresses, Clément murmura, « Et si c'était trop? Si l'amour nous détruit tous ?» Les mois passèrent comme les saisons parisiennes, un hiver rigoureux. Un printemps timide. Clément et Nolan s'installèrent ensemble, transformant le loft en un sanctuaire de couleurs et de rire. Clément peignit pour la première fois, inspiré par les toiles de Nolan, et exposa ses œuvres dans une petite galerie de Belleville. Nolan, lui, trouva un équilibre, enseignant l'anglais à des étudiants rêveurs tout en continuant ses portraits odontins de Clément, nu sous la lumière tamisée, qui devint le cœur de son exposition solo. La réconciliation avec la famille fut lente, humaniste dans sa maladresse. Élise invita Clément à dîner un soir d'été,
Et Nolan vint. Les mains tremblantes autour d'un bouquet de lavande. Ils parlèrent peu. Mangèrent beaucoup. Et au dessert, Élise posa une main sur celle de Nolan. Il vous aimait? Dit-elle simplement. Et si mon fils vous aime? Alors? Bienvenue. Margot, rongée par la culpabilité, entama une thérapie. Et un jour, elle appela « Je veux te connaître ». Nolan. Vraiment. Le dénouement vint sous les étoiles d'une nuit d'août. Sur les berges de la Seine. Clément et Nolan marchaient. Main dans la main. Les lumières de la ville dansant sur l'eau comme des promesses. Papa avait raison, murmura Clément. L'amour n'est pas une prison. C'est une clé. Nolan s'arrêta. Sortit une petite boîte de sa poche, pas une alliance, mais un médaillon ancien, gravé des initiales de son père. Pour nous, dit-il. Ils s'embrassèrent. Et dans ce baiser, il y avait le pardon, la guérison, et l'espoir d'un monde où l'amour, enfin, n'était plus un secret. Ainsi, dans les ruelles de Paris, où les amours se tissent comme des fils d'argent, Clément et Nolan apprirent que la famille n'était pas seulement celle du sang, mais celle du cœur. Et dans ce legs inattendu, ils trouvèrent non pas la fin d'une histoire, mais le début d'une vie entière. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux diaphanes du loft, peignant des stries roses sur le corps endormi de Clément. Il s'étira, sentant la chaleur résiduelle de Nolan contre son dos. Et pour un instant, le monde sembla parfait, un cocon tissé de soie et de murmures. Mais le téléphone vibra sur la table de nuit. Brisant l'illusion, un message de l'avocat Duval. Audience reportée. Nouvelle preuve contre Nolan. Soyez prudents. Le cœur de Clément se serra comme un poing. La bataille pour le testament n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. Il se leva sans bruit. Enfila un peignoir trop grand qui appartenait à Nolan. Et se dirigea vers la cuisine. Le loft, avec ses poutres apparentes et ses murs couverts de croquis à demi effacés, respirait une vie bohème qui contrastait avec l'austérité de l'appartement familial. Nolan avait transformé cet espace en un manifeste d'art vivant, des pots de peinture séchés sur les étagères. Un chevalet dressé près de la fenêtre donnant sur la Seine, où les péniches glissaient comme des rêves paresseux. Clément prépara du café. Le rituel matinal qui les unissait désormais. Et quand Nolan émergea, les cheveux en bataille et un sourire ensommeillé aux lèvres, il posa la tasse devant lui sans un mot. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Nolan. Son accent américain roulant les airs, comme un roulement de tambour lointain. Clément lui tendit le téléphone. Et Nolan lut le message. Son visage se durcissant imperceptiblement. Duval. Cet homme est un requin. Il fouille dans mon passé pour me discréditer. Clément s'assit en face de lui, leurs genoux se frôlant sous la table en bois brut. Ton passé? Qu'est-ce qu'il pourrait trouver? Nolan hésita. Ses doigts traçant des cercles invisibles sur la surface écaillée. Puis, avec une voix basse, comme s'il confessait un péché, il parla. Il avait fui New York non pas seulement pour une rupture, mais pour un scandale. À Brooklyn, Nolan avait été accusé de plagiat dans une exposition majeure, une toile inspirée d'un maître oublié, mais trop proche pour les critiques aiguisées. La presse l'avait traîné dans la boue. Et son amant de l'époque,
Un galeriste ambitieux. L'avait abandonné pour sauver sa peau. J'étais brisé. Admis Nolan. Les yeux fixés sur le bouillonnement du café. Paris était une renaissance. Et ton père? Il m'a vu. Vraiment vu. Au-delà des étiquettes. Clément écouta. Le cœur gonflé d'une empathie nouvelle. Dans les failles de Nolan. Il reconnaissait les siennes, ses nuits solitaires à douter de son talent. Ses amours éphémères qui laissaient un goût de cendre. Pourtant, cette confidence raviva les braises du conflit. Ce jour-là, Clément se rendit à l'atelier de graphisme dans le quartier latin, où les ordinateurs ronronnaient comme des chats satisfaits et les murs vibraient des rires de ses collègues. Mais son esprit vagabondait. Hanté par les mots de sa mère lors de leur dernière rencontre, choisie. Clément. Nous ou lui. Il esquissa un logo pour un client à un cœur entrelacé de ronces. Mais ses lignes tremblaient. Imprégnées de la tempête intérieure. À la pause. Son ami Julien. Un barman aux yeux pétillants et au sourire contagieux. Le coinça dans la cour intérieure. Tu as l'air d'un zombie. Mec. C'est cet Américain? Julien était le seul à savoir pour Nolan. Le confident des nuits arrosées de pastis au tabac. Clément lui confia tout, le message. Les doutes? La peur que l'amour soit une illusion fragile. Julien l'écouta. Allumant une gauloise malgré l'interdiction. Et souffla, l'amour. C'est comme Paris, beau. Chaotique. Et plein de merde. Mais si ça te fait vibrer. Bats-toi. Ton père l'a fait. Non. Ces mots, simples et crus, allumèrent une flamme en Clément. Il rentra tôt ce soir-là. Déterminé à ancrer leur lien. Nolan l'attendait avec un dîner improvisé, des escargots grésillants et une salade de mâche. Arrosé d'un chablis frais. Ils mangèrent sur le balcon minuscule, surplombant les toits de zinc qui s'étendaient comme une mer figée. La conversation glissa des souvenirs de son père, comment il récitait Verlaine sous les étoiles ou à des rêves futurs, une exposition commune. Un voyage en Toscane. Une vie où l'amour n'était pas un combat. Quand les assiettes furent vides, Nolan attira Clément contre lui. Leurs corps s'imbriquant comme des pièces d'un puzzle ancien. Je t'aime, murmura Nolan contre sa nuque. Et Clément? Les larmes aux yeux. Répondit, moi aussi. Contre vent et marée. Mais les marées montaient. Le lendemain. Une enveloppe anonyme arriva au loft, des coupures de presse new-yorkaises sur le scandale de Nolan. Soulignées en rouge vif. Accompagné d'une note tapée à la machine, il ment. Comme il a menti à ton père. Clément la montra à Nolan. Qui blêmit. C'est vrai. Pour le plagiat. Mais pas pour le reste. J'ai payé cher pour mes erreurs. La dispute qui suivit fut leur première, Clément accusant Nolan de cacher des ombres. Nolan répliquant que la famille de Clément était un poison lent. Il te manipule, cria-t-il. Sa voix résonnant dans le loft comme un glas. Clément claqua la porte. Errant dans les rues pluvieuses de Saint-Germain, où les librairies exhalaient des parfums de papier ancien et de regret. Il atterrit chez sa mère. Trempé et tremblant. Dans l'appartement où les horloges tic-tactaient comme des cœurs affolés. Élise l'accueillit sans question. Lui préparant un thé à la bergamote et l'enveloppant dans une couverture de laine. Assis près de la cheminée, où un feu crépitait faiblement. Elle parla enfin. Je sais pour ton père. Clément. Pas tout?
Mais assez. Les lettres. Les absences. J'ai faim l'ignorance pour survivre. Ces mots étaient un baume et une brûlure. Mais cet homme. Il apporte la discorde. Clément secoua la tête. Non. Maman. C'est l'amour qui fait mal. Parce qu'il est vrai. La nuit porta conseil. Au matin. Clément revint au loft. Où Nolan veillait. Les yeux cernés. Une toile à demi peinte sur le chevalet son portrait. Les traits estompés par la colère. Ils se réconcilièrent dans les larmes et les excuses. Leur corps se retrouvant avec une urgence désespérée. On affronte ça ensemble. Promit Clément. Et Nolan hocha la tête, scellant le pacte d'un baiser salé. L'audience approchait. Et avec elle. Le cœur du drame. Henri avait mobilisé des alliés, des cousins provinciaux. Des amis de clubs conservateurs. Tous unis contre l'intrus yankee. Margot. Tiraillée. Confia à Clément par téléphone, « Je regrette les photos. C'était une erreur. » Mais Henri. Il ne lâchera pas. Clément, sentant la trahison ramper comme une ombre, décida de contre-attaquer. Avec l'aide de Julien, il contacta un journaliste indépendant. Une femme nommée Léa, spécialisée dans les histoires d'amour cachées. Racontez notre vérité, lui dit-il lors d'un rendez-vous dans un bistrot enfumé de Bastille. Léa, aux cheveux courts et au regard acéré, nota tout, le testament, les photos, les mensonges familiaux. Le jour de l'audience. Le tribunal était un fourmillement de murmures. Duval, impeccable dans son costume rayé, présenta ses preuves, les articles sur Nolan. Des témoignages fabriqués insinuant une relation toxique. Clément, appelé à la barre, sentit ses jambes flageoler. Mon père a choisi librement, déclara-t-il. La voix ferme malgré le tremblement. Et Nolan n'est pas un voleur. Il est la preuve que l'amour transcende les murs. Nolan témoigna ensuite. Sa voix grave portant l'accent d'un exil volontaire, « J'ai aimé Pierre votre père pour l'homme qu'il était. Pas pour son nom. » La juge, après un huis clos interminable, rendit son verdict, le testament tenait. Mais Duval, rusé, lança une contre-attaque, une demande de révision pour vice de consentement. Le coup de grâce vint d'Henri, qui produisit une lettre forgée ou une confession soi-disant de son père rétractant tout. Clément la reconnut pour ce qu'elle était, l'écriture de sa sœur. Mal imitée. Trahison, hurla-t-il, se tournant vers Margot, qui fondit en larmes dans le public. Le chaos s'empara de la salle. Fichier renversé. Cris étouffés. Et au milieu, Clément et Nolan, unis dans l'œil du cyclone, se tenant la main comme un rempart. Léa, présente incognito, publia son article le soir même, « L'héritage d'un amour interdit, la famille française face à ses fantômes ». Les journaux s'emparèrent de l'histoire, transformant leur drame en un symbole, l'amour gay. La bourgeoisie parisienne. Le pardon tardif. Dans les jours qui suivirent, la famille implosa puis se recomposa. Henri, isolé par le scandale, s'exila en province, murmurant des malédictions. Élise invita Nolan à un thé formel, où ils parlèrent de Pierre comme d'un pont entre eux. Margot,
repentante. Offrit à Clément un album de photos restaurées aux des images d'enfance où leur père souriait vraiment. Et Clément, libéré, organisa une veillée privée au cimetière, où Nolan et lui déposèrent une rose blanche sur la tombe. Pour toi, papa, murmura Clément. Merci d'avoir osé. Leur amour, forgé dans le feu, s'épanouit. Un automne doux les trouva en Toscane. Comme promis, peignant sous les cyprès, leurs corps enlacés dans une villa isolée. De retour à Paris, Clément lança sa propre galerie. Lumière cachée, exposant les toiles de Nolan aux côtés de ses designs. Et dans les nuits calmes, lové sous les draps, il se racontait des histoires non plus de douleur, mais d'espoir. Ainsi, l'inconnu du cimetière devint le pilier d'une vie nouvelle, prouvant que l'amour, dans sa essence humaniste, guérit les fractures les plus profondes. L'hiver s'installa à Paris comme un manteau de velours gris, étouffant les rues d'un silence ouaté. Clément et Nolan, désormais inséparables, transformaient le loft en un bastion contre le froid, des guirlandes de lumière tamisées. Un poêle à bois crépitant qui diffusait des odeurs de cannelle et de résine. Pourtant, sous cette quiétude apparente, des fissures persistaient. Le scandale de l'article de Léa avait fait les gros titres. Mais il avait aussi attiré des ombres, des appels anonymes la nuit. Des regards hostiles dans le métro. Et une lettre venimeuse d'un cousin éloigné accusant Nolan de corrompre la lignée. Clément, sensible comme une corde de violon, sentait ces tensions le ronger. Lors d'une exposition au centre Pompidou, où une de ses affiches, un cœur fracturé recomposé en pixels, était présentée, il surprit des murmures, c'est le fils du professeur. Avec l'américain. Pathétique. Nolan, à ses côtés en smoking ajusté, serra sa main. Mais Clément vit la douleur dans ses yeux bleus. On s'en fout, dit-il plus tard, dans un taxi brinque-ballant vers le loft. Vraiment, répliqua Clément, la voix teintée d'amertume. Où est-ce que ça te ronge? Comme le plagiat à New York? La dispute éclata cette nuit-là, nourrie par le vin et les frustrations accumulées. Nolan accusa Clément de douter encore, de laisser la famille planter des graines de poison. Tu me regardes comme si j'étais un risque, lança-t-il, sa silhouette massive se découpant contre la fenêtre embuée. Clément, les larmes aux yeux, hurla en retour, parce que tu le es. Tu as apporté la tempête dans ma vie calme. Les mots, une fois lâchés, planèrent comme des corbeaux. Nolan s'effondra sur le canapé, la tête dans les mains. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je dois partir. Clément, horrifié, s'agenouilla devant lui, prenant son visage entre ses paumes froides. Non. C'est moi qui ai peur. Peur de t'aimer autant. Ils se réconcilièrent dans une étreinte fiévreuse, leurs corps se mêlant dans une danse de pardon. Mais la graine du doute était semée. Les jours suivants, Clément plongea dans le travail, concevant une série d'illustrations pour un magazine queer, des hommes enlacés sous des pluies d'étoiles. Symbole de résilience. Nolan, lui, peignit avec fureur, ces toiles sombres évoquant des tempêtes atlantiques. C'est alors que la trahison frappa de plein fouet. Un matin de givre, alors que Clément sortait pour un rendez-vous client, il croisa Margot sur le trottoir, emmitouflée dans un manteau de laine.
Les yeux rougis. Il faut qu'on parle, dit-elle d'une voix pressante. Ils s'installèrent dans un café voisin. Le Petit Noir, où les habitués lisaient Le Monde en sirotant des espressos. Margot posa une enveloppe sur la table. Ses mains tremblantes. Lis ça. C'est de papa. Vraiment. La lettre, datée de 3 mois avant la mort, était dans l'écriture authentique de son père, des boucles élégantes. Des points fermes. Mon cher Clément. Si tu lis ceci, c'est que Nolan a parlé. Sache que je l'aime. Mais notre histoire était un chapitre clos. Ne le laisse pas te détruire comme il m'a détruit. Reviens à ta famille. Le monde de Clément bascula. Était-ce possible? Son père, dans un moment de lucidité, avait-il regretté? Margot jura l'avoir trouvé dans les affaires d'Élise, caché dans un tiroir secret. Maman ne voulait pas te blesser. Mais Henri, il sait? Maintenant. Il prépare un nouveau procès. Clément rentra au loft comme un somnambule. La lettre froissée dans sa poche. Nolan était au chevalet. Une toile vierge devant lui. Le pinceau suspendu. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il, sentant l'orage. Clément lui tendit la lettre sans un mot. Nolan la lut, son visage passant du choc à la fureur. C'est un faux. Regarde l'encre, elle brille trop. Et le papier. C'est du moderne. Pas du vélin que Pierre utilisait. Mais Clément, le cœur en miettes, recula. Et si ce n'était pas? Si papa t'avait vu comme un erreur? La nuit fut un cauchemar. Nolan plaida. Montra des experts en calligraphie via un appel vidéo hâtif. Mais le doute s'était insinué comme un ver. Au matin, Clément partit, prétextant un voyage professionnel à Lyon. En réalité, il ira dans les vignobles du Beaujolais, cherchant dans le vin et le silence une réponse. Là, dans une auberge isolée, il appela Élise. La lettre. Est-elle vraie? Sa mère hésita. Puis avoua, non. C'est Henri qui l'a faite fabriquer. Pour te ramener. Les larmes coulèrent. Un torrent de soulagement et de rage. Pourquoi? Élise sanglota, parce que nous avons peur de te perdre. Comme Pierre. De retour à Paris 3 jours plus tard, Clément trouva le loft vide. Une note sur la table, je t'aime trop pour te retenir si tu doutes. Par Vice. Je serai toujours là. Quelque part sous les étoiles de Brooklyn si tu reviens. Nolan avait fui, emportant seulement son chevalet et un portrait inachevé de Clément. Le vide fut assourdissant. Clément courut chez Léa, la journaliste, qui l'aida à retracer les pas de Nolan, un billet pour New York, réservé dans l'émotion. Il est à l'aéroport, dit-elle, vérifiant ses contacts. Clément sauta dans un taxi, le cœur battant la chamade, slalomant dans le trafic dense vers Orly. L'aéroport était un chaos de valises et d'annonces nasillardes. Clément le repéra près des portes d'embarquement. Sa silhouette massive courbée sur un café tiède. Nolan, cria-t-il. Essoufflé. Ignorant les regards curieux. Nolan se tourna. Les yeux écarquillés. Qu'est-ce que tu fais là? Clément s'approcha,
prenant ses mains dans les siennes. Je te choisis. Toi. Nous. Contre tout. La lettre était un mensonge. Comme les peurs. Nolan, les larmes coulant, l'attira dans une étreinte publique. Indifférent au murmure. Je ne partirai pas sans toi. Ils manquèrent le vol, mais cela n'importait pas. Ce soir-là, dans une chambre d'hôtel anonyme près de l'aéroport, ils célébrèrent leur renaissance, des caresses lentes, des promesses chuchotées, un amour qui renaissait de ses cendres. Le lendemain, Clément confronta Henri lors d'un dîner familial forcé. « C'est fini » dit-il, posant la lettre falsifiée sur la table. « Ou tu assumes. Ou tu disparais. » Henri, vieilli d'un coup, murmura des excuses écorchées. Et pour la première fois, la famille entière Élise, Margot, même des cousins lointains s'assit pour écouter Nolan. Il parla de son père. Non comme un rival, mais comme un pont vers l'humanité. Le printemps arriva. Fleury et Clément. Clément et Nolan adoptèrent un chat errant. Un félin gris nommé Pierre en hommage. Et ouvrirent leur galerie commune dans le Marais. Les expositions attiraient une foule éclectique, des intellectuels, des amoureux, des familles en quête de guérison. Une toile maîtresse trônait au centre, deux hommes sous un ciel parisien. Leurs mains entrelacées. Symbole d'un legs d'amour inaltérable. Dans ce renouveau, Clément apprit la leçon humaniste ultime, la trahison n'est que l'ombre de la peur. Et l'amour, sa lumière invincible. Et sous les toits de Paris, leur histoire se poursuivait. Un chapitre après l'autre. Tissé de rires et de silences complices. L'été enveloppa Paris d'une langueur sensuelle. Les fontaines de Tuileries murmurant des secrets aux amants attardés. Clément et Nolan, ancrés dans leur galerie lumière cachée, vivaient un idylle rythmé par les vernissages et les nuits volées. Pourtant, le passé, tenace comme une encre indélébile, refit surface lors d'une visite inattendue, Élise. Seule, franchissant le seuil de la galerie un après-midi pluvieux de juillet. Elle portait une robe de lin blanc, froissée par le voyage. Et dans ses yeux, un mélange de vulnérabilité et de détermination. « Je veux voir » dit-elle simplement, balayant du regard les toiles accrochées, des nus éthérés. Des paysages urbains où des silhouettes masculines se fondaient dans la brume. Clément, surpris derrière le comptoir, l'escorta vers la pièce maîtresse, le portrait qu'il avait peint de Nolan. Inspiré par une esquisse de son père, des traits anguleux. Un regard qui défiait le monde. Élise s'arrêta. Le souffle coupé. Il lui ressemble tant. Sa voix trembla. Et Clément posa une main sur son épaule. C'est voulu. Pour honorer. Pas pour blesser. Ils parlèrent des heures durant. Assis sur un banc de velours dans la salle du fond. Entouré de cartons non déballés. Élise confessa ses propres secrets, une jeunesse amoureuse d'une femme artiste. Sacrifiée pour le mariage arrangé avec Pierre. Un amour de raison qui avait duré par habitude. J'ai compris trop tard. Murmura-t-elle. Les doigts entrelacés aux siens. Ton père et moi. Nous étions des prisonniers consentants. Mais toi, Clément, libère-toi. Ces mots, un pont fragile, scellèrent une paix naissante. Quand Nolan rentra,
trempé par l'averse. Il trouva mère et fils enlacés, riant doucement d'anecdotes oubliées. Mais la romance, dans sa douceur, masquait des courants profonds. Nolan, hanté par son exil raté, commença à rêver de retour aux États-Unis non pour fuir, mais pour clore un chapitre. J'ai une vieille amie galeriste à Brooklyn, expliqua-t-il un soir, alors qu'ils dînaient sur leur balcon. Des huîtres fraîches et du champagne pétillant. Une expo conjointe. Paris-New York. Ça pourrait être notre chance. Clément, le cœur serré, acquiesça. Mais intérieurement, la peur le rongeait, et si l'Atlantique les séparait? Le conflit ressurgit lors d'un week-end en Normandie, où Nolan avait loué une maisonnette face à la mer, pour peindre et se ressourcer. Les falaises de craie se dressaient comme des sentinelles, et les vagues chantaient une berceuse salée. Il marchait sur la plage au crépuscule, pieds nus dans le sable froid, quand Nolan s'arrêta, ramassant un galet lisse. « Et si on se mariait » lança-t-il. L'air de rien, mais les yeux brillants d'espoir. Clément rit, pensant à une plaisanterie. Mais Nolan insista, pas une cérémonie guindée. Juste nous. Un notaire et la mère comme témoin. La proposition, romantique en surface, réveilla les démons. Clément recula, le vent fouettant ses cheveux. Et ma famille? Ils viennent à peine d'accepter notre amour. Un mariage. Ce serait la provocation finale. Nolan, blessé, répliqua, ou la célébration. Ton père l'aurait voulu. Non. Une vie sans compromis. La nuit tomba sur leur dispute. La maisonnette résonnant d'échos, accusation de lâcheté. De selfishness, l'anglais de Nolan perçant dans la colère. Ils dormirent dos à dos. Le lit immense comme un océan de regrets. Au matin, Clément s'éveilla seul. Nolan avait laissé une toile fraîche, leur portrait, enlacé sur la plage, mais avec une fissure symbolique au centre, comme un cœur brisé. Paniqué, Clément appela Margot, qui, en pleine rédemption, le conseilla, batte-toi pour lui, comme il s'est battu pour toi. La famille. On s'adaptera. Inspiré, Clément roula jusqu'à Paris. Déterminé. Mais en arrivant à la galerie, il trouva Nolan en pleine conversation avec Léa, la journaliste, qui préparait un article sur leur « amour transatlantique ». C'est ça. Ton futur? La presse. Les spotlights? Explosa Clément, jaloux et épuisé. Nolan se tourna. Surpris. Non. C'est notre histoire. Pour inspirer d'autres. La révélation frappa Clément, sa peur n'était pas l'océan, mais l'exposition littérale et figurative. Ils s'assirent sur le sol de la galerie, entourés de toiles témoins, et parlèrent jusqu'à l'épuisement. Marié. Oui. Concéda Clément enfin. Mais à notre façon. Pas de faste? Juste l'essentiel. La préparation fut un tourbillon d'émotions. Élise insista pour aider, choisissant des fleurs de lavande pour les boutonnières. Un clin d'œil à son propre passé caché. Margot, repentante, dessina les invitations ou des cartes simples.
Avec un cœur stylisé et la citation de Proust, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Henri, absent, envoya une lettre d'excuse tardive. Admise mais non pardonnée. Et Julien, le fidèle ami, devint le témoin, promettant des toasts légendaires. La cérémonie eut lieu un matin d'août, sur une barge amarrée sur la Seine, sous un soleil complice. Pas de prêtre, juste un officier d'état civil bienveillant. Et une poignée d'amis, Léa avec son appareil. Des collègues artistes. Et Élise, rayonnante dans une robe bleue. Nolan, en chemise blanche ouverte sur un torse bronzé, glissa une alliance simple au doigt de Clément. Avec toi. Jusqu'au bout du monde. Murmura-t-il. Clément, les yeux humides, répondit, et au-delà. Leur baiser, scellé sous les applaudissements, fut un feu d'artifice intérieur, romantique et libérateur. Mais le chaos familial guettait. À la réception. Dans un jardin secret du Marais. Henri surgit sans invitation. Ivre de vin et de rancune. C'est une parodie, beugla-t-il, renversant une table de fromage. La famille se figea, Élise pâlit. Margot se leva comme une furie. Clément, protégeant Nolan d'un bras, affronta son oncle, par. Où c'est la police? Ton poison n'a plus cours ici. Henri, vacillant, cracha des insultes sur l'abomination américaine. Mais Élise intervint. Sa voix d'acier, assez. Henri. Pierre nous a légué l'amour, pas la haine. Va-t'en. Le départ d'Henri fut un exorcisme. La fête reprit. Plus vive. Avec des danses folles sous les guirlandes lumineuses et des toasts à l'amour victorieux. Nolan et Clément s'éclipsèrent sur un banc isolé, contemplant les étoiles naissantes. C'était parfait, souffla Clément. Nolan rit doucement, non. C'était nous. Humains. Imparfaits. Vrai. L'automne les trouva en voyage, un road trip de Paris à Brooklyn. Via ferry et train. Pour l'expo conjointe. Sur le pont du Queen Mary 2. Ils firent l'amour dans leur cabine. Bercés par l'Atlantique. Riant des vagues qui rappelaient leur tempête passée. À New York. La galerie de Brooklyn pulsa de vie, des critiques élogieux. Des acheteurs enthousiastes. Et un public touché par leur histoire diffusée dans un docu-court de Léa. De retour en France. Leur union s'approfondit. Clément conçut un livre illustré sur les amours cachés. Dédié à son père, Nolan peignit une série sur la famille recomposée. Élise, transformée, entama une correspondance avec une vieille amie artiste, fleurissant dans un automne tardif. Margot trouva l'amour elle-même, avec une femme musicienne, bouclant le cercle. Dans cette humanité tissée de fils rompus et recousus, Clément et Nolan apprirent que le vrai legs n'était pas l'or, mais le courage d'aimer sans peur. Et Paris, témoin éternel, les berça de ses lumières, promettant des chapitres infinis. L'hiver suivant fut doux, presque clément, comme si Paris conspirait pour leur bonheur. Clément et Nolan, mariés depuis 4 mois, naviguaient la vie conjugale avec une grâce acquise, des matins paresseux où le café coulait en ruisseau lent. Des soirs où la galerie fermait sur des vernissages intimes.
Pierre le chat, ronronnant sur le rebord de la fenêtre, symbolisaient leur foyer à un mélange de fourrure grise et de mystères insondables. Pourtant, sous cette sérénité, des échos du passé persistaient, comme des notes tenues dans une symphonie inachevée. Un matin de décembre, une lettre arriva, cachetée d'un sceau provincial, portant l'écriture maladroite d'Henri. Clément l'ouvrit seul. Nolan encore endormi. Et lut les mots maladroits, « J'ai été un fou. Le cancer me ronge. Comme il a rongé Pierre. Pardonne-moi. Neveu. Laisse-moi voir ton bonheur une dernière fois. » Le choc fut un vertige. Henri, l'ogre de la famille, brisé par la maladie la même que son père. Ironie cruelle du destin. Clément montra la lettre à Nolan, qui fronça les sourcils. « On y va » demanda-t-il simplement. Clément hésita. Le poids de la trahison encore lourd. Mais hocha la tête. Pour clore le cercle. Humanité. Non. Le voyage en Provence fut un périple introspectif, train à grande vitesse filant sous des ciels azurés. Puis route sinueuse vers un village perché, où les cyprès veillaient comme des gardiens antiques. La maison d'Henri. Une masse isolée au volet vert. Exhalait des parfums de thym et de regret. Élise et Margot étaient déjà là. Élise tricotant nerveusement. Margot lisant à voix haute des poèmes de Verlaine. Henri, alité dans une chambre aux murs blanchis à la chaux, était une ombre de lui-même, joues creusées, yeux fiévreux. Mais un sourire fragile aux lèvres quand Clément entra. Nolan sur ses talons. « Tu es venu » murmura Henri. La voix un râle. Clément s'assit au bord du lit, prenant la main parcheminée. « Pour papa. Pour nous tous. » Les heures s'écoulèrent en confession, Henri avouant sa jalousie viscérale orphelin jeune. Il avait vu en Pierre un père. En Nolan un voleur. « J'ai eu peur de l'amour qui échappe, » dit-il, les larmes coulant. Nolan, magnanime, posa une main sur son épaule. L'amour ne vole rien. Il multiplie. Cette nuit-là, autour d'un feu de cheminée, la famille se raconta, rires étouffés sur des souvenirs d'enfance. Pleurs pour les occasions manquées. Henri mourut 2 jours plus tard. En paix. Entouré non de haine, mais d'un pardon tissé dans la douleur. Le retour à Paris fut cathartique. Clément organisa un mémorial discret pour Henri. Dans la galerie. Avec une toile de Nolan, un paysage provençal où des ombres se fondaient en lumière. Élise, renforcée, exposa ses propres esquisses des portraits féminins tendres. Vestiges de sa jeunesse perdue. Margot, enceinte de sa compagne, parla d'un futur où les enfants grandiraient dans un amour sans barrière. Et Clément, dans les bras de Nolan, sentit le poids du passé s'alléger, comme une plume emportée par le vent. Le printemps fleurit leur romance d'une nouvelle couche, l'annonce d'une adoption en vue. Après des mois de paperasse et d'entretien, ils accueillirent Lucas, un garçon de 6 ans aux yeux sombres et au sourire timide. Orphelin d'une vie chaotique. Lucas, avec ses questions incessantes sur les étoiles et les couleurs, apporta une joie pure au loft. C'est comme peindre sur une toile vierge, dit Nolan un soir, berçant l'enfant endormi. Clément, le cœur gonflé, répondit, ou comme réécrire un testament, non plus pour l'héritage, mais pour l'âme.
Le chaos émotionnel culmina lors d'un voyage en Italie, revisitant la villa toscane de leurs promesses. Sous les cyprès centenaires. Avec Lucas courant après des papillons. Ils renouvelèrent leurs vœux au pas devant un officier. Mais face à la nature, des alliances gravées de leurs initiales entrelacées. Contre les tempêtes, jura Clément. Et pour les arcs-en-ciel, compléta Nolan. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, ils firent l'amour avec une tendresse infinie. Leur corps un poème vivant, romantique dans sa vulnérabilité. De retour, la galerie prospéra, une expo thématique. Héritage attira des foules, mêlant leurs œuvres à des prêts familiaux ou une photo de Pierre Jeune. Un journal d'Élise. Léa documenta tout dans un livre. Amour en lumière. Best-seller qui inspira des débats nationaux sur l'amour queer et la famille recomposée. Julien, devenu parrain de Lucas, lança un club de soutien pour parents adoptifs. Avec pastis et confidences. L'été les trouva en vacances normandes. Sur la même plage où la proposition avait failli les briser. Lucas construisait des châteaux de sable. Élise et Margot rejoignirent pour un pique-nique. Et même un cousin réconcilié apparut. Rire. Vague. Et un feu de camp où les histoires s'entremêlèrent, le testament contesté comme une fable moderne. Nolan l'inconnu comme un héros improbable. Dans ce tableau humaniste, Clément comprit le dénouement, pas une fin triomphante, mais une continuation douce amère. La mort d'Henri avait été tragique. Un rappel que le pardon guérit mais ne répare pas tout. Pourtant, leur amour, forgé dans le drame, rayonnait un kitsch émotionnel. Profondément américain dans son optimisme yankee, merci Nolan. Profondément français dans sa nuance mélancolique. Et ainsi, sous les ponts de Paris, où la Seine charrie les secrets des amants, Clément et Nolan marchèrent, main dans la main avec Lucas sautillant devant, vers un horizon où l'amour n'était plus un legs contesté, mais un éternel présent. Une histoire humaine. Imparfaite, éternelle.